Fusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seule. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire, aujourd'hui consacré à la prévention des infections en EHPAD par l'hygiène. Pour votre information, cette session est en cours d'enregistrement et le replay sera mis à disposition par Ecolab. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter les intervenants. Tout d'abord, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le docteur Pierre Parnex, médecin spécialiste de la prévention des infections. Pierre Parnex est ancien président de la Société française d'hygiène hospitalière. Il est aujourd'hui à la tête du CPIAS de la région Nouvelle-Aquitaine et directeur de l'éducation du projet Clean Hospitals. Également à ses côtés, nous avons Sandra Varnier, qui est responsable du service technique pour la France chez Ecolab. Philippe Meunier, qui est directeur marketing pour la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Grèce. Et moi-même, qui suis manager pour le service technique et formation pour la France et le Benelux. Alors, vous aurez la possibilité d'ajouter vos questions dans la zone de chat et nous passerons vos questions en revue à la fin de cette session. Nous y consacrerons un bon moment pour échanger avec vous. Donc aujourd'hui, nos objectifs sont d'une part de vous apporter l'expertise du docteur Pierre Parnex face au risque d'infection en maison de retraite. Nous vous apporterons également des conseils sur le plan d'action à mettre en œuvre pour assurer d'une part votre sécurité, mais aussi celle de vos équipes et de vos résidents. Enfin, nous vous apporterons et nous mettrons à votre disposition un certain nombre d'informations sur les meilleures pratiques pour vous aider à prévenir les risques d'infection en EHPAD. Donc, avant tout, je vais maintenant laisser la parole au docteur Pierre Parnex. Bonjour à tous, merci beaucoup. Je remercie la société Ecolab de me donner l'opportunité de vous parler. Donc, je vais peut-être prendre la main, voilà. Donc, on va parler de risques infectieux en EHPAD pendant une vingtaine de minutes. Alors, la prévention du risque infectieux, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Beaucoup des théories nous viennent du 19e siècle et en particulier, beaucoup connaissent Florence Nightingale, qui était à la fois infirmière et épidémiologiste aussi, et qui nous a amené pas mal de visions sur qu'est-ce qui peut être à l'origine d'une infection, même domestique, sur la qualité de l'air, de l'eau, le drainage, la propreté, la lumière. Finalement, les concepts ne changent pas tant que ça aujourd'hui, même si les techniques et les connaissances ont un peu évolué, heureusement. Donc, en termes de risque infectieux en EHPAD, évidemment, on est dans un contexte un peu spécifique qui va dépendre évidemment de la population. On a des patients fragiles. Alors moi, j'aime pas trop l'opposition lieu de vie, lieu de soins. On est dans un lieu de vie de personnes qui ont besoin de soins assez poussés, parfois plus poussés que d'autres. Alors évidemment, avec des risques associés à la vie en collectivité. Et donc, on va devoir protéger ces résidents du mieux possible pendant tout leur séjour. Alors, quelle est la fréquence du risque infectieux en EHPAD? La dernière enquête nationale remonte à 2017. Elle a été faite en juin, donc à une période où il n'y a pas d'épidémie trop. Donc, vous voyez que c'est 3 résidents un jour donné sur 100 qui ont une infection contractée associée aux soins, donc contractée pendant leur séjour et liée à leur vie. Mais bon, la plupart du temps, l'ensemble des infections sont associées à leur lieu de vie. Vous voyez qu'il y a des disparités régionales. Je suis d'une région où les performances n'étaient pas forcément les meilleures. Il y a aussi évidemment des disparités fortes entre les établissements, avec certains qui maîtrisent beaucoup mieux le risque infectieux que d'autres. Quelles sont ces infections? Vous voyez qu'il y en a un tiers, quasiment un gros tiers, qui sont respiratoires, plus ou moins de pneumonie ou diverses. L'autre tiers, c'est des infections urinaires, et après, il y a des infections variées qui vont être surtout de la peau, des tissus mous, faire des érysipèles, quelques infections ou surinfections de plaies ou d'escarres. Et après, on va avoir une petite partie d'infections sur cathéter, c'est surtout les cathéters sous-cutanés, mais ça peut être les autres voies veineuses, évidemment. Et là, on a identifié quand même un agent épidémique qui est la gale, même si c'est une enquête un jour donné, parce qu'il est assez fréquent, hélas, dans ces collectivités. Alors évidemment, en ce moment, on est en pleine crise Covid, on ne peut pas l'éluder. Et les EHPAD et les EMS ont été largement touchés. Là, on voit le signalement des cas et avec les 2 vagues. Et si on regarde, et puis celle qui est toujours en cours évidemment, qui a été un peu plus large, si on regarde la deuxième vague entre guillemets, on voit évidemment qu'elle
cerne à la fois les résidents et les professionnels. Alors, on a exactement la même chose en établissement de santé, où on a beaucoup de mal à maîtriser les clusters et la diffusion. Au CPS Nouvelle-Aquitaine, on a essayé un peu d'analyser les choses. Alors, on n'a pas accès au génotypage de tous les virus, mais on essaie d'en comprendre le mécanisme et la transmission. Et on a fait des analyses de causes. Alors, dans les causes immédiates, on va trouver des choses que vous identifiez bien, avec beaucoup de transmission, hélas, lors des pauses, parce que le professionnel a besoin de temps de décompression, il a du mal à avoir une continuité dans les gestes barrières en permanence. On est face à des patients, des résidents qui peuvent sortir de temps en temps, même si ça a été beaucoup limité pendant cette période. Il y a évidemment des visites. Les gestes de prévention sont plus ou moins bien assimilés et on sait bien qu'on est parti dans certaines structures sur une culture de base de la prévention, en particulier la connaissance des précautions standards qui était assez faible. Alors à partir de là, on a essayé de trouver les causes profondes, c'est-à-dire qu'est-ce qui structurellement crée les conditions à ce type de déviance par rapport aux bonnes pratiques, ou d'écart, c'est plus joli. Alors il y en a pour tout le monde, hein. Je me focaliserai sur l'institution peut-être parce qu'elle vous concerne plus. Donc forcément, le niveau de préparation et d'anticipation, c'est comme au niveau de la nation, n'était pas le même partout. La sous-estimation du risque, on l'a identifié. La culture du risque n'est pas développée, pas homogène dans toutes les EHPAD. Les problèmes de ressources humaines, vous les connaissez au quotidien, mais ils ont été amplifiés et mis en exergue parfois par cette crise. La charge en soins, donc plus elle s'élève, plus le risque ou les risques associés aux soins sont élevés pour des résidents. L'architecture, si on a ces locaux dans un ancien château, c'est très joli, mais c'est sûrement moins fonctionnel. Les chambres doubles, par principe, on le voit particulièrement à l'hôpital, exposent à la transmission entre patients ou résidents. Tout ce qui va tourner autour du leadership est quelque chose de capital, en particulier dans un EMS. L'aptitude à gérer de la crise et aussi à savoir trouver de l'aide autour quand on en a besoin. Alors, ça m'amène à ce constat qu'on a chez nous dans l'équipe très largement. En gros, dans un EHPAD, si on veut que le risque infectieux, qui traduit quand même la capacité à gérer les risques en général, fonctionne, il faut qu'on ait un triumvirat directeur MEDCO-IDEC qui soit présent déjà, ce n'est pas toujours le cas hélas, et à la fois disons, en symbiose et efficace. Donc, si on n'a pas de qualité là et pas d'implication là, on aura peu de performance à l'arrivée. Il faut pas rêver. Après, on a besoin de ressources humaines. Alors, il faut des professionnels déjà dans l'EHPAD. Et pour ce qui est du risque infectieux, si on a un référent qui a été formé, c'est mieux. Si on a accès à une équipe d'hygiène mobile, c'est encore mieux. On a les CEPIAS qui peuvent nous souvenir ponctuellement. Après, durant la crise, il y a des liens positifs qui ont pu être faits avec les délégations territoriales des ARS. Et puis, on est dans un cadre aussi où on a un devoir d'éducation vis-à-vis des résidents et de leurs familles. Et vous l'avez vu pendant cette crise, c'était particulièrement pas simple de leur apprendre les gestes barrières et de leur faire comprendre l'intérêt de les respecter, y compris quand ils sont proches de leur aïeul. Alors sur le plan réglementaire, c'est pour le moment, on n'avait pas quand même énormément de choses. Il y a la circulaire de 2011 qui avait été donnée en voulant mettre un certain nombre d'obligations, mais tout de suite, les fédérations d'établissements de santé, d'EHPAD, avaient protesté pour qu'il n'y ait aucun caractère obligatoire, et la DGCS avait vite reculé. Donc on a eu ce DARI mis en place avec l'idée qu'il fallait évaluer son risque et créer une stratégie autour de ça, avec un programme d'action. Et là encore, on a des disparités très fortes, vu que le contrôle externe autour de ça n'est pas majeur, avec des gens qui ont beaucoup avancé et des gens quasiment pas du tout, comme a pu le révéler la crise. Pour ça, il y a ce document qu'on avait fait quand on était Séclin Sud-Ouest et qui a été généralisé, avec une version en EMS, une version en secteur du handicap, et il est en cours d'actualisation en 2021, donc il y aura prochainement une nouvelle version pour ceux que ça intéresse. Alors, la procédure dite de certification ou d'évaluation externe, qui était complexe avec des référentiels variés, n'a pas forcément donné beaucoup de choses. Donc maintenant, la HAS la reprend à son compte. Donc le premier référentiel d'évaluation est sorti. On en connaît que les grandes caractéristiques, au moins de ce que j'ai pu en lire. Il y a une partie sur le risque infectieux. On verra sur quel référentiel elle s'appuie. Mais on peut imaginer que ce sera celui revu par les CEPIAS. Puis il y a beaucoup de choses sur la gestion des risques. Donc ça va sûrement redonner un intérêt autour de ces sujets. Puis l'occasion peut-être de capitaliser tout ce que vous avez mis en place et compris de cette crise. Alors, un site qui peut vous intéresser si vous ne le connaissez pas, c'est celui qu'on gère au titre de la mission nationale Matisse, préventioninfection.fr. Vous avez en particulier une base documentaire où, en appuyant même sur EMS, vous avez tout ce qui concerne les EMS, de la vidéo à la réglementation, aux recommandations. Donc, je vous incite à aller voir.
il y a d'autres choses évidemment, mais sur la notion de documentation et de la documentation, on a essayé que ça soit simple et rapide sur ce site-là. Sur ce site, on fait aussi, on a comme mission de faire des boîtes à outils et des audits nationaux. La première, c'était hygiène des mains. On est dans le péril fécal, mais il y aura hygiène respiratoire. Je vous montre juste le péril fécal. Ça peut mettre à disposition de vos agents, ils sont déjà en place, des outils d'e-learning qui sont gratuits. Donc, il suffit de s'inscrire par mail, celui qu'on veut sur la plateforme. On peut l'adapter ou le customiser pour vous si vous voulez suivre plus particulièrement la formation de votre équipe, ou vous pouvez même l'intégrer sur votre serveur, c'est tout à fait possible. Alors, nous demandant, et donc il y a différents modules qui vont faire comprendre aux agents quel est le problème, puisque le péril fécal, ça va être quand même une problématique quotidienne d'un EHPAD. Donc ça va aller de différents diaporamas où on commence à expliquer qu'est-ce que le risque infectieux, la flore digestive, comment est-ce qu'elle peut contenir, symptomatique, pas symptomatique, et faire comprendre la transmission. Avec quelques éléments, par exemple, dans un environnement, il y a ce qu'on appelle des surfaces fréquemment touchées et qui vont être beaucoup plus à risque de contamination. C'est celles que touchent à la fois les professionnels, les patients et les visiteurs. Donc il y a des lieux de contact commun vis-à-vis desquels, évidemment, le bio-nettoyage devra être beaucoup plus attentif, où on devra se focaliser sur ces points qui sont cruciaux dans la transmission. Après, on sait que ce bio-nettoyage, ça va être un élément important, puisque là, c'est autour du Clostridium difficile. Là, on illustre que dans une chambre, avant nettoyage, chez des patients qui ont du Clostridium, on va trouver très fréquemment cette bactérie qui résiste bien dans l'environnement un peu partout. Et après un bio-nettoyage, elle ne va pas disparaître partout, parce que c'est compliqué, un bio-nettoyage. Mais elle va évidemment être réduite en quantité très importante et les lieux où on va la trouver seront moins fréquents. Ils peuvent être zéro si on est très performant dans le domaine. Après, des notions comme celle-là, c'est-à-dire quand on a un patient qui a une diarrhée à Clostridium, si on fait des prélèvements dans l'air, on va trouver des pics de Clostridium d'abord dans l'air, puis après sur les surfaces, évidemment. Vous voyez, lors de la toilette et d'échange, lors de la réfection des lits, parce que le patient habite dans son environnement, on va être mis en suspension et se disséminer. Et on peut faire des études similaires avec les toilettes. Quand vous tirez la chasse, si vous n'avez pas remis l'abattant, vous allez en trouver un peu partout et en suspension pendant longtemps dans les toilettes. Donc il y a des notions qui peuvent éclairer les professionnels et leur faire mieux comprendre l'importance des tâches qu'ils ont à faire. On sait aussi que si on est résident ou patient qui vient après un patient qui était là ou une personne qui était là pour une infection et porteuse d'une infection à Clostridium par exemple ou d'un entérocoque résistant à la vancomycine, les fameuses ERG, donc qui sont des BHRE chez nous, bactéries hautement résistantes émergentes, on a beaucoup plus de risques de le contracter que si le patient précédent ne l'avait pas, parce que c'est difficile d'éradiquer tout dans l'environnement. Donc dans ces boîtes, vous avez aussi des vidéos simples qui expliquent les choses, des outils comme un outil d'explication sur l'hygiène des mains aux résidents par exemple. Donc vous pouvez utiliser tous ces outils, il suffit d'aller sur le site, de télécharger, comme vous voulez avec vos équipes d'hygiène et les personnes en charge de la prévention. On met en place une campagne dite fluo qui est lancée. Donc l'idée, c'est en fait de visualiser le risque, à la fois celui qui est lié aux surfaces et au nettoyage, celui qui est lié au mauvais nettoyage des toilettes ou à la façon inadaptée de vidanger un bassin. Si on le vidange dans les toilettes avec une douchette, on en met partout. C'est moins faire prendre conscience de ces risques majeurs. Et si on ne maîtrise pas le péril fécal, où il y a des milliards de bactéries dans un gramme de sel, ce sera difficile de contrôler le risque infectieux. Donc là, vous pouvez faire le plus simple, qu'on fait très peu en France, c'est de mettre une substance fluorescente qui ne se voit pas sur une surface. Après, le bio-nettoyage passe et après, vous allez regarder si, comme sur la photo du centre, en mettant une lumière UV, vous la voyez, c'est qu'elle est le bio-nettoyage n'est pas passé dans son action mécanique. Si elle a disparu, c'est qu'il a été fait. Évidemment, ça peut être un outil de contrôle, mais c'est surtout un outil pédagogique pour faire prendre conscience aux gens des choses. Et en général, quand on fait ça, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de points qui restent positifs parce que le bio-nettoyage n'est pas assez actif et dynamique dans les points critiques. C'est intéressant de le mettre sur les surfaces hautement touchées. Alors là, ce qui était amusant dans cette étude indienne, c'est que le produit fluorescent, c'était en fait un produit lessiviel de grand public dans lequel le produit qui fait la brillance des vêtements était parfait pour la fluorescence. Bon, c'est un produit qu'on n'a pas en France et il y a d'autres produits plus adaptés, mais c'était juste l'illustration. L'entretien des locaux, vous connaissez ça, donc il y a des process, il y a des produits, les produits de qualité, de performance encadrés et évalués. En France, quand même, on a suffisamment de normes et de contrôles. Et en Europe, une législation évidemment sur les biocides qui est importante pour pouvoir choisir avoir des bons produits. Mais il
Il faut rester vigilant et impliqué dans ce type de choix. Alors, le bio-nettoyage, alors là, c'est une vidéo qu'on a fait il y a plus de 10 ans sur l'entretien de la chambre en EHPAD. Hein. C'est une vidéo quand même de 20 minutes, pas forcément la plus fun de la Terre, mais c'est le plus grand succès de notre chaîne YouTube. On a déjà 500 000 vues et continue à en avoir en permanence parce qu'en fait, pour faire du bio-nettoyage, c'est un métier de faire du bio-nettoyage. Il faut être formé, il faut avoir des équipements adaptés, il faut avoir le temps pour le faire et il faut avoir des équipes intégrées dans la structure et l'ensemble des professionnels de l'EHPAD. Alors, c'est vrai qu'en secteur médico-social, parfois plus qu'en établissement de santé, on arrive à faire tout ça, mais ça reste encore évidemment assez hétérogène et différent selon les structures, le monde des EHPAD étant évidemment extrêmement varié. C'est voilà, la science de l'entretien des locaux, c'est aussi du scientifique. Hein. Peut-être certains connaissent bien le cercle de Sinner sur l'activité d'un nettoyage avec ses différentes composantes qui vont s'équilibrer, la partie chimique, donc la qualité du produit, l'action mécanique que l'on va faire, le temps de contact et d'action, et la température. Et on peut faire varier ces différents paramètres, avoir un procédé plus chimique, un plus thermique, allonger les temps de contact ou les réduire. Donc là aussi, il y a des réflexions et des stratégies à mener dans l'implantation de la technique, des techniques et des produits qu'on va mettre en œuvre pour le bio-nettoyage et pour avoir le produit ou le résultat que l'on souhaite. Alors, ce qui est important de se dire quand même, c'est qu'en EHPAD, comme en établissement de santé, là, c'est la même chose. Si les gens connaissaient le principe et appliquaient les principes des précautions standards, tout irait très bien. On voit qu'on n'a pas réussi à inculquer ces éléments pourtant relativement simples, contraignants à appliquer, mais simples à connaître et à comprendre, mais sûrement pas assez simples et beaucoup. On ne les a pas assez bien expliqués, puisqu'on a un déficit assez fort. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que cette implantation des précautions standards ne peut pas marcher sans une implication forte et une volonté forte que ça marche de l'encadrement. Donc chez vous, si le directeur ne donne pas l'impulsion et que ce n'est pas relayé par le MEDCO, l'IDEC ou le cadre, ça ne marchera pas. Il faut quand même en avoir conscience, ça ne peut pas être spontané. Alors l'hygiène des mains, c'est évidemment les solutions hydroalcooliques qui ont été mises en lumière pendant cette pandémie. Pour certains, c'est une révolution. C'est parfait, puis pour d'autres, ça semble poser plus de soucis. En EHPAD, on ne peut pas dire que l'hygiène des mains autour des solutions hydroalcooliques soit d'une grande performance. On a commencé à mesurer de façon assez timide en France, hein, nos collègues de la mission nationale Primo le font. Les résultats, vous voyez que la médiane en 2017, c'était une friction et demie par résident et par jour, avec un quart qui en faisait moins d'une. Il y a certains qui font plus de 5, mais c'est très petit. En 2018, c'était pareil, hein, on n'avait pas vraiment progressé. Hein. 2019, on commence à avoir les premiers chiffres, il y a timide avancée, mais ça reste quand même très modeste. Alors 2020, il y aura ce qui s'est passé autour de la pandémie, avec sûrement une dynamique autour de ça. Mais ce qui compte pour vous, c'est qu'elle ne retombe pas. Maintenant, c'est comment je continue à monitorer, comment je continue à inciter les gens à le faire. Et ce n'est pas aussi facile, parce qu'on ne part pas quand même d'une solution très favorable en médico-social. Alors, dans les outils de la mission Matisse sur le site préventioninfection.fr, vous avez le Quick Audit Pulp Friction qui a pour objectif de faire réfléchir les équipes aux freins à l'utilisation de ces solutions et aux leviers qu'ils pourraient avoir. Donc, à partir de l'outil automatique, fait une analyse en fait de la dynamique de l'équipe et de ses problèmes et lui propose différents leviers pour améliorer l'usage des solutions hydroalcooliques. Donc là aussi, c'est en ligne, c'est gratuit. Ça peut être utilisé assez simplement. Il y a même une partie qui interroge les résidents. Je vous invite à la découvrir. Elle est assez utile. Là, je vous montre que les freins. Alors, en 2020, ils ont changé un peu parce que la disponibilité du produit n'était pas en première lumière. Là, elle est arrivée puisqu'il y a eu quand même une partie de pénurie dans le début de la pandémie. Mais ce qu'il faut noter en France, c'est la forte prévalence dans les esprits de la nocivité du produit. On paie encore et fortement toutes les fake news des 5 dernières années et il y a beaucoup de choses à rétablir et à expliquer autour de ça pour que les agents ne croient pas qu'on leur donne quelque chose d'extrêmement toxique, ce qui est faux. Mais on a un vrai travail, on le voit, et si on n'arrive pas à expliquer, à déconstruire, on ne peut pas progresser. Donc là, vous pouvez utiliser les différentes vidéos à votre disposition sur le site qui expliquent un peu tout ça. Il y a plein d'outils pour le faire. On a aussi un jeu sérieux qui s'appelle Eye Control. On peut y jouer en tant que patient, mais en tant qu'usager aussi.
en tant que professionnel, pardon, et en tant qu'usager. D'ailleurs, les professionnels bien faire le rôle des usagers réciproquement. Et là encore, c'est avec des questions simples où il y a 3 réponses et des explications, on peut arriver à avoir des passeports qui valident des univers. Il y a l'univers médico-social, donc vous pouvez inscrire ou inciter vos professionnels à valider cet univers-là de médico-social. C'est au moins le minimum qu'ils aient la connaissance sur les précautions standards, quoi. Il faut valider ça. Et là encore, si vous voulez faire un suivi, on peut aussi vous donner des numéros d'identifiants avec un corpus commun, comme ça vous savez qui a joué. Enfin, vous avez les résultats de votre EHPAD au sens large. Tout est possible et vous pouvez intégrer aussi sur votre serveur cet outil-là. Donc, n'hésitez pas à solliciter et à utiliser ces outils modernes. On a aussi des vidéos. Alors, je vais vous montrer que le GIF, on avait fait une petite vidéo juste avant, enfin, même nettement avant la pandémie, mais elle reste d'actualité. Et là, je vous montre le GIF. Il n'y a pas la musique, mais il devrait passer, j'espère. Donc, on le voit là. Il est clair que tous nos épisodes épidémiques, ils viennent de l'extérieur, donc soit d'un visiteur malade, soit d'un professionnel malade. C'est plus souvent des visiteurs. Et l'idée qu'on ne rend pas visite à son aïeul quand on est malade commence à faire son chemin maintenant, mais elle aura mis quand même beaucoup de temps. Et elle est toujours pas complètement implicite. Vous le voyez même maintenant, vous avez du mal à faire respecter les gestes barrières par des familles quand ils arrivent en chambre, pour leur faire comprendre un certain nombre de choses. Donc, la prévention, il y a beaucoup de domaines. L'alimentation, c'est particulier parce que la méthode HACCP de qualité, d'analyse des risques et de leur gestion a été mise en place depuis maintenant de très nombreuses années et a été parfaitement intégrée. Et on a en plus en France une culture portée par les services vétérinaires qui fait qu'en fait, on met beaucoup plus d'attention autour de la désinfection pour ce qui concerne la préparation, la gestion de nos aliments, que ce que l'on porte dans les soins, par exemple. Cette culture-là n'est pas passée à l'identique au niveau des soins en termes de risque infectieux. Alors, il reste des choses à faire. Dans un EHPAD, vous avez une partie qui ne va pas être la sous-traitance ou ce que gère une cuisine centrale ou votre cuisine, mais vous avez des choses que vous faites vous-même. Il va rester aussi une gestion de la vaisselle ou d'autres éléments. Mais en général, c'est quelque chose qui est quand même bien maîtrisé avec cette culture portée par la HACCP et les services vétérinaires. Pour ce qui est du linge, par exemple, à l'opposé, on en est beaucoup plus éloigné souvent. Et le linge, c'est pourtant pas complètement anodin. Moi, j'y verrais 3 risques à titre personnel. D'abord, le risque infectieux. Un linge qui est mal traité peut porter à la fois des parasitoses, comme la gale, mais aussi des bactéries multirésistantes qui pourraient se transmettre si le linge est mal traité. Il faut se dire qu'on peut faire des cycles inefficaces, qu'une machine, surtout de type domestique, s'auto-contamine. Vous mettez la flore digestive dedans, là, on l'a déjà eu fait, il y a des études. Vous passez du linge stérile à l'intérieur, il ressort avec des germes de la flore digestive. Parce que quand on a lavé ses sous-vêtements ou d'autres choses, on contamine sa machine et personne ne fait des cycles d'autodésinfection ou des cycles à haute température. Hein. Donc, ce qu'on ressort propre a quand même des bactéries. Alors après, elles vont être détruites si vous faites du repassage ou du séchage, mais directement au sortir, il y en a encore. Le risque chimique n'est pas sous-estimé. On a eu, je me souviens d'un EHPAD, une situation dramatique avec des produits lessiviels qui étaient inadaptés et donc avec des phases de rinçage aussi de la machine, enfin un ensemble de cycles qui n'étaient pas bons et des brûlures graves chez les résidents, mais vraiment très graves, liées à ce mauvais traitement. Donc à la fois le choix des produits et le choix des process, c'est vraiment très important parce que vous avez évidemment des résidents à peau extrêmement fragiles et on ne peut pas faire n'importe quoi. Et après, au-delà, le linge, c'est quand même un enjeu très fort. D'abord, c'est la vision de la propreté, du bien-être, mais c'est aussi pour un résident le fait qu'il est sûr qu'on lui renvoie à lui-même ses propres effets qui ne vont pas ailleurs. Il y a cette étude intéressante que je souhaitais vous montrer dans les EHPAD allemands qui a été faite pour voir la contamination du linge au décours du traitement. Et vous voyez en rouge, c'était le linge qui était lavé par les familles, donc à la maison, et on voit qu'évidemment, il est extrêmement contaminé parce que c'est des machines domestiques. Et par contre, on voit dans cette étude qu'on sous-traite par un blanchisseur ou qu'on fasse soi-même la blanchisserie. Les résultats étaient très similaires, même meilleurs dans la blanchisserie interne, mais évidemment avec des process de qualité qui sont des process professionnels. C'est-à-dire, on va avoir des gens formés, on va avoir des machines professionnelles, on va avoir des processus de choix de dilution du produit qui sont professionnels. Mais c'est possible.
Alors, sur le linge, il y a à la fois le traitement, puis il y a tout ce qui est manipulation, stockage, tous les éléments qui vont permettre ou qui vont offrir la possibilité de se recontaminer. Alors, il y en a une très longue liste que je ne vais pas vous détailler parce que ça serait pour vous déplaisant, et des stratégies de séparation du propre et sale qui peuvent séparer. Le tout, c'est d'avoir une organisation, une réflexion. Si on a un sous-traitant, d'être en symbiose avec le sous-traitant. Si on gère soi-même, d'être au niveau de la performance attendue. Mais je pense que le linge est un enjeu qui est porteur et qui a un vrai sens. Donc, il y a la méthode RABC, qui est le pendant du HACCP, qui est connu, mais un peu moins connu, qui n'a pas fait la même percée, même s'il a fait un peu quand même, et qui vous donne des directives. Le dernier guide a été réactualisé, de 2019. Hein. Vous pouvez le trouver sur le site d'origine ou sur le serveur documentation de prévention infection.fr. J'ai juste mis un exemple qui rappelle qu'on s'intéresse à la biocontamination, pas seulement sur le linge, mais sur l'ensemble de la filière où le linge passe, transport, stockage, etc. Donc c'est aussi une réflexion que vous devez avoir, et si vous gérez votre propre blanchisserie, ben, vous avez normalement cette réflexion via la méthode RABC qui vous aide à gérer votre performance. On peut imaginer que dans l'évaluation externe HAS, il y aura ces dimensions-là. Enfin, le dernier point que je souhaitais mettre en exemple, c'est l'exemplarité que vous devez aussi avoir dans la promotion des méthodes de prévention. Si on parle d'hygiène des mains et que vous passez chaque fois à côté du distributeur sans vous désinfecter les mains, c'est peu porteur pour vos professionnels et pour les résidents aussi. Si on parle de vaccination, vous n'êtes jamais vacciné, c'est pas génial non plus. Ça, c'est ma vaccination grippe 2019. Alors en 2020, j'ai pas osé parce qu'il n'y avait pas assez de vaccins pour tout le monde, donc je l'ai caché. Pour ce qui est du Covid, comme j'étais allé le premier jour, j'ai eu droit à tous les journalistes qui étaient là. Il y a peu de clients professionnels, mais il y a beaucoup de journalistes. Mais je crois que c'est important, c'est aussi cette vertu de l'exemple que vous portez. Et mon message principal en conclusion, c'est que la prévention du risque infectieux en EHPAD ne peut passer que par vous, dirigeants de ces EHPAD. Si vous n'êtes pas impliqués, si vous n'y croyez pas, elle ne marchera jamais. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Parnex. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Philippe Meunier. Oui, merci docteur. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en utilisant la fonctionnalité chat du webinaire et on répondra à la fin du webinaire à toutes vos questions, puisque le docteur Parnex reste avec nous jusqu'au bout de ce webinaire. Donc, on a vu les challenges dans les établissements qui accueillent des personnes âgées. Ils sont extrêmement nombreux. Le premier d'entre eux, c'est bien évidemment l'hygiène des mains. Et on a pu observer, il y a une étude assez intéressante. Alors certes, elle ne concerne pas les professionnels de santé ou les professionnels du médico-social, mais l'intégralité des Français. Mais cette enquête montre qu'entre le confinement de mars et le mois d'octobre, puisque l'enquête a été réalisée au mois d'octobre, on a perdu beaucoup de gens autour de l'hygiène des mains. 86% des gens disaient se laver les mains systématiquement lorsqu'ils rentraient à la maison. On n'est plus qu'à 63%. Et sans doute encore moins maintenant. On dit en général que 80% des infections sont portées par les mains et on sait qu'on touche avec les mains 300 surfaces par période de 30 minutes. Donc, c'est une possibilité de se recontaminer les mains, mais c'est aussi une possibilité de contaminer ces surfaces avec des mains qui elles-mêmes sont contaminées. Ce qui veut dire que le nettoyage et la désinfection des surfaces est vital pour éviter la propagation de ces infections, en particulier ce qu'on appelle les points de contact fréquents, les poignées de porte par exemple. Et puis la difficulté, elle est liée aussi aux différents types de salissures que l'on peut rencontrer dans un EHPAD et aux différents supports. Donc il faut pouvoir avoir des produits qui soient efficaces sur les germes que l'on veut éliminer, mais qui respectent aussi les matériaux. On n'est pas à l'hôpital où on a des matériaux très bien choisis pour être aseptiques. On est dans un lieu de vie, donc c'est plus délicat. Donc le choix des produits va être aussi très important. La blanchisserie, on y a passé un bon moment là avec le docteur Parnex. Je crois que c'est extrêmement important de prendre en compte la blanchisserie. Tout le monde n'a pas la chance
d'avoir une blanchisserie aseptique avec des machines qui aient une entrée pour le linge sale et une sortie pour une sortie pour le linge propre. Donc, il faut faire très, très attention au circuit du linge et à tout l'environnement dans la blanchisserie elle-même, ce qui veut dire qu'il faut nettoyer et désinfecter de manière régulière aussi ces surfaces en blanchisserie. Éviter d'une part la contamination par le linge sale des surfaces lorsque le linge passe dans les couloirs de la résidence, mais aussi éviter que le linge ne se recontamine une fois qu'il a été traité et qu'on le renvoie auprès des résidents. La sécurité alimentaire, elle est aussi très importante. On sait que grâce à la HACCP, comme l'a rappelé le docteur Parnex, on a quelque chose qui est plutôt bien maîtrisé. Cela dit, on peut encore voir des choses sur le circuit de la vaisselle. Lorsqu'on sort la vaisselle du lave-vaisselle, il faut éviter de toucher les couverts avec des mains qui n'auraient pas été bien nettoyées ou désinfectées au préalable, pour éviter ces risques de toxi-infection alimentaire collective qui peuvent être très graves puisqu'on est sur des personnes qui sont en santé amoindrie et donc des choses qui pour nous seraient sans effet peuvent avoir des conséquences extrêmement importantes. Donc voici les 4 grands challenges. Ce que Ecolab peut apporter sur ces challenges-là, c'est une vision assez pragmatique de tout cela et qui commence par un audit de vos besoins en hygiène pour voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on doit améliorer, qu'est-ce qu'on peut vous proposer en termes de programmes de nettoyage et de désinfection personnalisés, adaptés à l'établissement, adaptés aux surfaces, adaptés aux équipes, proposer des contrôles automatiques des dosages des produits. C'est important d'être sûr que le produit sera toujours utilisé à la bonne concentration. Un sous-dosage, ça peut entraîner des risques d'inefficacité du produit désinfectant, par exemple, et un surdosage, c'est forcément néfaste pour l'environnement. Un interlocuteur unique dédié qui vous suit tout au long de notre coopération commerciale. Une traçabilité, puisque lors de ses visites, ce responsable de secteur Ecolab va écrire tout ce qu'il a fait sur votre site, tout ce qu'il a vu qui ne sont pas de son fait et qui peut vous aider à mettre en œuvre des procédures encore plus adaptées et encore plus sûres. La formation de vos équipes qu'on met en œuvre sur site, en expliquant comment on utilise les produits, en montrant comment ça marche. Vous accompagner dans les économies d'eau, d'énergie et de déchets, c'est extrêmement important de prendre aussi cet aspect de durabilité, même lorsqu'on doit traiter de la prévention des infections, et un support technique qui peut être apporté notamment par nos équipes, par des gens comme Sandra Varnier, à qui je vais passer la parole maintenant. Bien, merci Philippe. Des solutions pour répondre à vos challenges, nous en avons pour chaque espace de l'EHPAD. Alors voyons à présent un aperçu de ces solutions en commençant par celles qui concernent les espaces dédiés aux résidents. Alors, parmi ces espaces, on trouve bien entendu les chambres et les salles de bain des résidents. Et dans ces lieux sensibles, on pratique le bio-nettoyage, c'est-à-dire des opérations de nettoyage et de désinfection destinées à réduire la biocontamination des surfaces, à éliminer les risques de contamination croisés et à éviter la formation de biofilms. Alors, nos responsables de secteur assurent la formation de votre personnel à l'utilisation des systèmes de bio-nettoyage. Leurs conseils sont repris aussi dans des documents qui sont tenus à votre disposition, tels que des fiches méthodes claires et détaillées. Il faut savoir qu'Ecolab est un organisme de formation agréé, si bien que les formations que nous dispensons donnent lieu à un émargement et la feuille d'émargement peut ainsi être jointe à chaque dossier du personnel. Alors, l'une des méthodes particulièrement adaptées au bio-nettoyage, c'est la pré-imprégnation. Avec la pré-imprégnation, les franges et les lavettes ne sont plus imprégnées de solution au dernier moment dans des seaux qui sont transportés sur les chariots. Non, cette imprégnation, elle est faite à l'avance. C'est une méthode à la fois plus efficace, car elle élimine
les risques de retrempage, évite les infections croisées. C'est une méthode plus sûre pour le personnel et les résidents en éliminant la présence de solutions sur les chariots, et une méthode plus économique puisqu'on ne fabrique que la quantité de solutions dont on a besoin. Des chariots et des outils de nettoyage ont été spécialement conçus pour pouvoir travailler en pré-imprégnation. Et la pré-imprégnation peut être manuelle, comme ici à l'écran, ou bien elle peut être effectuée automatiquement directement en lave-linge. Les détergents désinfectants utilisés pour le bio-nettoyage sont des biocides TP2 qui ont une efficacité désinfectante prouvée selon les normes de désinfection du secteur médical, comme la norme EN 14476 qui concerne l'efficacité virucide sur les virus enveloppés, notamment donc sur coronavirus. Alors, c'est le cas des concentrés que vous voyez à l'écran, Diésine Pro pour les sols et les surfaces de la chambre, qui a un large spectre d'efficacité désinfectante, et Diésine Max pour la salle de bain, qui est acide et a pour conséquent une fonction détartrante, en plus d'être détergent et désinfectant. Voyons à présent quelques exemples des solutions Ecolab pour l'environnement de la réception et des espaces communs. Alors, bien sûr, à la réception, c'est l'endroit où les visiteurs arrivent, et dans les espaces communs ont lieu des rassemblements. Donc, il faut apporter une attention particulière à l'hygiène des mains, comme on l'a déjà dit, et aux points de contact fréquents. Donc, pour l'hygiène des mains, là encore, Ecolab renforce votre message en sensibilisant votre personnel aux bonnes pratiques, notamment grâce à de la formation et à des documents visuels comme ici, on voit une mise en évidence des zones des mains qui sont souvent oubliées lors du lavage. Des gels hydroalcooliques comme Spirigel Complete peuvent être mis à la disposition de tous, grâce à des distributeurs muraux ou à des stations de lavage des mains mobiles. Pour l'hygiène des surfaces, et en particulier des points de contact fréquents, comme les poignées de porte, le comptoir de la réception, les boutons d'ascenseur, etc., il est important de disposer d'un désinfectant facile d'utilisation et efficace très rapidement. C'est exactement la fonction du désinfectant prêt à l'emploi Sirafan Speed en flacon pulvérisateur. On l'applique sur les surfaces, il sèche très rapidement et désinfecte en seulement 30 secondes. Alors, bien sûr, ces produits sont efficaces contre les virus enveloppés, comme coronavirus, selon la norme EN 14476. Voilà pour les espaces communs. Merci Sandra. Donc, je vous propose maintenant de voir comment Ecolab peut vous aider à prévenir les risques d'infection au niveau des zones internes. Donc, parlons tout d'abord de la zone cuisine. Bien entendu, dans cette zone, la sécurité alimentaire va être une priorité pour les équipes. En effet, il faut assurer le niveau d'hygiène attendu par les résidents et il va être crucial de nettoyer et de désinfecter les surfaces alimentaires. Donc, pour atteindre cet objectif de manière constante et sûre, il faut avoir, comme on l'a déjà vu, les bons produits, les bons outils. Il faut utiliser le produit à la bonne concentration et selon la procédure définie. Donc, ces paramètres vont être assurés. Par exemple, ici, vous avez à l'écran une poche de produits concentrés qui est un détergent désinfectant, le Kitchen Prodes, qui, associé à un doseur automatique, va garantir la bonne concentration du produit dans le temps. Et enfin, les plans d'hygiène que vous voyez, nous avons un outil en ligne qui est accessible pour nos clients où les plans d'hygiène peuvent être modifiés et accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ces plans d'hygiène vont vous permettre de faciliter la formation des équipes. Alors, voyons maintenant l'hygiène en laverie-vaisselle. L'objectif, là encore, est d'obtenir une vaisselle hygiéniquement propre et d'éviter toute contamination croisée.
Donc à l'écran, vous voyez le système Apex, qui est un produit détergent sous forme solide, qui assure des résultats, encore une fois, constants pour les résidents, mais aussi une sécurité accrue pour vos équipes, puisqu'il n'y a aucune éclaboussure de produit dans ce cas. L'intérêt du programme Apex, c'est également qu'il va générer un reporting détaillé sur votre lave-vaisselle avec, par exemple, le suivi des températures de lavage ou de rinçage de votre vaisselle ou encore le juste niveau de produit utilisé pour laver chaque casier. Donc, vous avez un reporting casier par casier. Pour finir, je parlerai du programme de location de la vaisselle Ecotemp. C'est contre un loyer mensuel, Ecolab met à votre disposition un lave-vaisselle Meiko et prend en charge la totalité de la maintenance, qu'il s'agisse de visites préventives ou de visites curatives. Je passe maintenant la parole à Philippe Meunier qui va nous parler de l'hygiène en blanchisserie. Assurer un bon niveau d'hygiène pour les textiles est extrêmement important, mais aussi respecter les textiles est vital. Je pense notamment aux vêtements des résidents qui sont souvent l'une des dernières choses qui les rattachent à leur ancienne vie. Donc il ne faut pas les dégrader, ce qui explique probablement que dans certains cas, les familles aient envie de laver ce linge à leur domicile plutôt que de le confier à l'établissement. Et le docteur Parnex nous a montré tout à l'heure un graphique qui était très parlant et qui montrait que la contamination dans ces cas-là était extrêmement élevée, très très au-delà de ce que l'on pouvait retrouver si le linge était traité dans l'établissement. Parce que dans l'établissement, on peut mettre à disposition, et c'est ce que propose Ecolab, des solutions professionnelles qui vont permettre de désinfecter, de nettoyer le linge, mais aussi de le désinfecter en particulier à basse température, ce qui est important pour respecter le linge des résidents. Et on a des solutions chez Ecolab pour tous les types de machines, que ce soit des petites machines en dosage manuel avec des systèmes poudre, c'est le produit Ultra 40 que vous voyez à l'écran. Ce qui peut être utile lorsque la blanchisserie est fermée la nuit et qu'on doit traiter une petite quantité de linge dans une machine, dans une machine annexe. Donc avoir un produit qui assure la désinfection, c'est important. Et puis on a des systèmes liquides là, qui vont vraiment être adaptés à la buanderie, qui vont doser automatiquement les produits pour assurer un bon nettoyage et une bonne désinfection en fonction du type de textile, que ce soit du linge de résident, des éponges, du grand plat, du petit plat, voire des lavettes et des franges. Et puis vital aussi, c'est tout le circuit du linge, de l'amont à l'aval, s'assurer qu'on n'a pas de contamination des surfaces par un linge qui pourrait être souillé et recontamination ensuite du linge une fois désinfecté avant qu'on le renvoie dans les étages par exemple. Et là, c'est beaucoup de formation et de petits visuels comme vous voyez à l'écran pour aider les équipes à mettre en place les bonnes procédures autour du linge. Enfin, je voudrais partager avec vous, avant de passer à la partie questions-réponses, vous avez encore quelques instants pour poser vos questions. La plupart des supports que nous avons développés, des affichettes, des protocoles, des checklists, des modules de formation sont disponibles gratuitement en ligne sur notre site ecolab.com. Donc, n'hésitez pas à y aller, à télécharger les documents qui vous semblent intéressants pour mettre en place dans votre établissement. C'est ouvert à tous. Et si vous voulez aller plus loin et par exemple bénéficier d'un audit d'un de nos responsables de secteur pour voir où vous vous situez en matière d'hygiène en ce moment, n'hésitez pas là aussi à nous contacter directement sur le site internet ou avec notre adresse email générique qui va s'afficher dans un instant à l'écran, qui est marketing.institutional@ecolab.com. On est à votre disposition pour répondre à vos attentes si vous avez besoin d'un audit, de conseils. On est là pour ça. Et puis, je vais passer la parole maintenant à Claude qui va nous relayer vos questions.
Merci Philippe, merci à toutes et à tous pour cette présentation très intéressante. Donc nous avons quelques questions en effet. Une question sur les normes de produits, peut-être pour Sandra. Pourquoi utiliser à tout prix des produits donc EN 14476? Le gouvernement est revenu dessus et prône une détergence simple qui suffit à éliminer le Covid pour éviter de créer des bactéries résistantes. Alors Sandra, je crois qu'il y a beaucoup de questions dans cette question. Oui, alors, coronavirus en l'occurrence, c'est le N14476 concerne la virucidie. Hein, donc là, il n'est pas question de bactéries résistantes pour la virucidie. Non, très clairement, dans un établissement de soins, il faut utiliser des produits qui sont capables d'éliminer les micro-organismes. Hein. C'est pas comme à la maison. À la maison, oui, d'accord, on utilise des détergents, on peut se laver les mains avec un simple savon, mais dans le milieu professionnel, il faut éliminer plus que ça, et donc il faut utiliser des produits désinfectants qui ont fait leurs preuves, et donc pour faire leurs preuves, il faut les soumettre à des normes de désinfection, et il y a différentes normes suivant l'activité désinfectante que l'on souhaite prouver. Donc des normes pour la bactéricidie, des normes pour la levuracidie, des normes pour la virucidie. Donc dans le contexte actuel de l'épidémie de coronavirus, c'est bien un produit avec une norme EN 14476 contre les virus enveloppés, hein, qu'il faut utiliser pour avoir des résultats, de bons résultats, une efficacité suffisante. Ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est que les virus enveloppés sont les virus les plus sensibles à la désinfection, et donc l'exigence de la norme sur les virus enveloppés est le plus bas niveau d'exigence de la norme. Donc il y a beaucoup de produits qui peuvent obtenir ce niveau de performance. Alors j'ai peut-être également une question, alors soit le docteur Parnex, soit peut-être Sandra, je ne sais pas, pourquoi utiliser tous les jours un détergent désinfectant? Alors, docteur, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors la question est vaste. Sur les sols, ce n'est pas une obligation maintenant, c'est d'accord. On fait des alternances, certains passent qu'au détergent. Je pense que là où ça me paraît moi personnellement important, c'est sur les surfaces fréquemment touchées. Donc ces fameuses surfaces évoquées, c'est là où la main va pouvoir récupérer des virus, les transmettre, etc. Donc c'est là où on a l'intérêt maximal à avoir un produit détergent désinfectant. Après, je pense que sur les surfaces comme un sol, il y a des stratégies différentes qui font même jusqu'à certains qui n'utilisent plus de désinfectant du tout. Mais je pense que sur les surfaces fréquemment touchées, pour moi, ça garde un sens réel. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein. Et pour les sols, nous, on préconise plutôt justement une alternance entre un détergent et un détergent désinfectant, justement pour éviter la formation de biofilms. Alors justement, nous avons des questions sur le biofilm. Donc comment s'assurer de son élimination? Alors, il y a des méthodes, des kits là qui existent, mais qui ne sont pas forcément, n'ont pas une efficacité reconnue. Ce qu'on pense, c'est que c'est plutôt en faisant de la prévention, en ayant une hygiène régulière, c'est là qu'on a les meilleures chances de ne pas former de biofilm. Donc, un bon lavage, justement, en alternant les lavages et désinfections, ça paraît le meilleur moyen pour faire de la prévention et éviter la formation de biofilm. Alors peut-être une question pour vous, docteur Parnex. Avons-nous des statistiques sur le nombre de Covid en EHPAD par rapport à la population générale du même âge, qui ne serait pas en EHPAD? Comme ça, je ne dirais pas qu'on les a. Je pense quand même que la surmortalité des plus de 85 ans va quand même concerner beaucoup le secteur médico-social.
Maintenant, on n'a pas les données assez fines quand même pour aller dans ce secteur-là, donc c'est difficile. Et puis bon, après, on n'a pas des populations qui sont parfaitement équivalentes, donc en EHPAD, on va avoir quand même une population qui est fragile. De par sa dépendance et sa multipathologie, à domicile, ça ne va pas être le même niveau. Donc je pense que, à mon avis, il ne faut pas comparer ça. Il faut se dire qu'il est évident qu'on a un impact fort du Covid sur les plus de 85 ans et que certains sont dans des structures qui ont des pathologies et des structures peut-être collectives qui peuvent les exposer un peu plus. Mais on n'a pas un détail assez fin pour dire quel est le surcroît qui reviendrait à telle ou telle partie de la prise en charge. Et à mon avis, il faut être humble et pas aller trop loin dans ça et se dire que forcément, il y a différents types de prise en charge qui correspondent à différentes populations qui ne sont pas totalement comparables en termes de risque. Merci. Nous avons une question sur l'utilisation d'une paire de gants pour 4 chambres, pour nettoyer 4 chambres. A priori, il y aurait une pénurie de gants. Que pensez-vous d'utiliser une paire de gants pour nettoyer 4 chambres? Il y a 2 aspects. Forcément, ce n'est pas une bonne pratique. Après, la pénurie est mondiale, existe, elle est plus ou moins forte. Donc, vous allez être en solution dégradée. Alors après, le chiffre de 4, je ne sais pas sur quoi il est basé. La question surtout, à mon avis, c'est d'évaluer dans votre structure la consommation, de trouver les zones de consommation inadaptées des gants. Parce qu'il y a beaucoup de situations où si je fais un soin sur peau saine ou des choses comme ça, où je n'ai pas besoin de gants. Donc, à mon avis, l'idée, c'est plutôt de voir quels sont les endroits où j'ai un excès ou un usage inadapté des gants pour les transférer vers les usages les plus adaptés, pour coller aux bonnes pratiques. Après, quand je commence à dire j'ai plus assez de gants et je passe en situation dégradée, forcément, il n'y a pas de règle. On vous dira d'en faire le moins possible les différentes, mais il n'y a pas de bonne stratégie. Il y a des moins mauvaises, mais il n'y a pas de bonnes, quoi. Donc moi, déjà, la première chose avant de se lancer dans la stratégie dégradée, bon, bien sûr, il y a les approvisionnements, lutter pour avoir ce qu'il y a. Il y a des possibilités de renfort via les réserves nationales. Vous pouvez demander à l'ARS, à votre ARS aussi, si vous avez un souci. Mais je pense d'abord regarder en interne, il y a toujours partout des marges de mésusage qui vous permettent de transférer les gants vers l'usage utile. Merci. Une autre question sur les désinfectants. Donc, on a beaucoup de questions autour des produits. Comment savoir si un détergent désinfectant ou un désinfectant est actif sur coronavirus, parce que ce n'est pas toujours marqué. Comment s'y retrouver? Donc, le coronavirus, on a dit, hein, c'est un virus enveloppé. Hein, donc, il faut que le produit soit actif contre les virus enveloppés. Donc, c'est vrai que ça ne va pas être marqué actif sur coronavirus, forcément, hein, mais il faut que ce soit marqué actif sur les virus enveloppés. Hein, et donc, le moyen de prouver cette activité sur les virus enveloppés, ben, c'est avec une norme EN 14476. Hein, donc, sur une fiche technique ou sur… nous aussi, on fournit des certificats d'activité de nos produits sur les virus enveloppés en général et sur coronavirus par conséquent. Alors, nous avons une question également sur l'utilisation de la vapeur. Est-elle une solution à ce jour dans cette période de pandémie? Moi, je veux bien répondre. Nous, au CEPIAS, on est assez partisans de la méthode vapeur. Elle peut être tout à fait adaptée. Maintenant, la méthode vapeur, c'est quelque chose qui nécessite un entraînement, une formation, un respect technique. C'est pas quelque chose où, comme ça, je m'improvise à la méthode vapeur. C'est comme toutes les techniques de bio-nettoyage, il faut se l'approprier et la faire correctement, choisir les bons procédés, les procédés qui respectent les normes en vigueur. Donc voilà, c'est une des options, mais je veux dire qu'on ne switch pas comme ça du jour au lendemain si on n'a pas la maîtrise de cette technique, selon moi. La dernière question, si je pense que ça va être la dernière, pour la désinfection des chariots, Sandra, peut-on utiliser l'écobac classique hein, qui possède donc la norme EN 14476 et active sur coronavirus?
Alors, Ecobac classique, oui, c'est un donc détergent désinfectant. C'est un biocide à la fois TP2 et TP4. Ça veut dire que donc il est utilisable sur les surfaces alimentaires comme non alimentaires. Donc à ce titre, oui, il peut être utilisé. Bon, la seule chose, c'est que Ecobac classique, c'est quand même un produit qui est au départ conçu pour le secteur des collectivités et donc il est testé selon les normes du secteur collectivité. Si vous voulez un produit désinfectant testé selon les normes du secteur médical, non, on ne peut pas utiliser Ecobac classique. Hein, donc en secteur médical, on a des produits testés spécialement sur les micro-organismes qui sont rencontrés dans le secteur médical, et c'est le Diazimpro que je vous ai présenté qui a été testé selon toutes ces normes-là. Alors, nous avons parlé de la vapeur et j'ai une question également sur la méthode avec l'ozone. Que pensez-vous de la désinfection à l'ozone? Je ne suis pas un spécialiste de l'ozone. Après, je crois que toutes les méthodes, il faut qu'elles soient validées. C'est-à-dire qu'en France, on a quand même des normes, une norme spécifique qui est devenue européenne maintenant sur les désinfections dites par voie aérienne de surface. Hein. Donc, je pense qu'il faut utiliser des procédés dont l'efficacité est validée selon des normes. Chaque fois qu'on va vous dire ça, c'est merveilleux, ça marche bien, etc. Oui, mais quelle est votre norme référentielle qui atteste de l'efficacité? Donc, choisir une nouvelle méthode si elle apporte, mais déjà si elle a l'efficacité des méthodes de référence, c'est-à-dire du chimique traditionnel, parce qu'il y a des produits aussi qui sont instables, qui peuvent avoir des efficacités variées. Donc, je pense qu'il faut faire attention et toujours penser, quand on a des normes de référence, savoir si oui, ce qu'on vous propose passe bien la norme de référence reconnue dans le pays. Ce que je peux ajouter, c'est que nous avons eu des documents, des évaluations de, je crois que c'était la CARSAT, qui alertait sur le danger potentiel des équipements qui permettent donc de générer les solutions d'ozone. Le fait que l'ozone, c'est un gaz qui peut être potentiellement très dangereux, et donc dans leur évaluation, ils considèrent que il y a plus de risques à utiliser de l'ozone. Enfin, voilà, l'équilibre bien fait et risque n'est pas du tout en faveur de cette technique. Il le déconseille clairement pour des raisons de sécurité. L'ANSES a la même position pour l'utilisation de l'ozone pour les surfaces ouvertes à cause de l'effet extrêmement irritant pour les voies respiratoires de l'ozone. Parfait. Alors, je crois que nous allons clôturer sur cette question. Le temps s'est écoulé. Nous avons eu beaucoup de questions. Je pense que nous avons répondu à l'ensemble d'entre elles. Encore une fois, je remercie le docteur Pierre Parnex, Sandra Varnier et Philippe pour ce webinaire. Et ce replay sera donc mis à votre disposition par Ecolab. Merci à tous pour votre participation et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir.